tout de suite, j'irai aux présentations. On va commencer par professeur Jazil, qui a travaillé énormément sur, notre sujet d'aujourd'hui, le sujet de débat sur la femme, la femme tunisienne dans la recherche scientifique. Il a publié plusieurs articles, il a écrit plusieurs articles, donc je pense que c'est la personne la plus à même à introduire le sujet, à parler du sujet, à partager tout d'abord, partager ses activités, et puis bon, à la limite, répondre à des questions autour de débat. Allez, à toi, docteur. Vous voyez? Oui, on voit ton Vous voyez l'écran? Oui. Ça va? Oui, parfaitement. Donc, voilà, j'ai voulu intituler ma présentation suivant, bon, je dois dire, suivant la technologie quantique pour une vie intelligente. Donc, il y aura de la technologie, il y aura et du quantique surtout. J'expliquerai au fur et à mesure, vous pouvez m'arrêter si si j'ai des éclaircissements, mais je préfère aussi aller vers, j'ai préparé beaucoup de slides, j'essaie de les faire, on essaie un peu de rester un peu sur 10 minutes en termes de présentation. Oui, d'accord. Donc, je vais les faire défiler. Peut-être ils resteront pour les questions si jamais vous posez les questions. Exactement. Donc, comme j'ai dit, j'appartiens à la faculté des sciences de Bizerte, professeur de physique, spécialité physique quantique. Et j'ai la chance d'être responsable de deux groupes de recherche sur les nanostructures, aussi bien dans ma faculté mère, qui est la faculté des sciences de Tunis, au laboratoire de physique de la matière condensée, et au laboratoire de physique, structures et matériaux à Bizerte. Donc, au cours de, c'est-à-dire, je ne sais pas, au cours de ce parcours sur la nanostructure et la nanotechnologie, j'ai pu faire un ouvrage qui résume ce qu'il y a de plus à étudier dans la mécanique quantique et plus particulièrement en nanostructure, qui est l'électronique, le transport et l'optique dans ces structures. Vous voyez ici, par exemple, une mosaïque que j'aime bien, une mosaïque qui n'a jamais été détruite et qui est maintenant au musée de Bardo. Donc, ce que je veux que vous reteniez sur cette mosaïque, c'est cet aspect hexagonal qu'on va retrouver après au cours de ma présentation et qui sera bon pour les matériaux, qui seront une opportunité à saisir pour avoir cette technologie quantique. Donc, de quoi je vais parler plus précisément? Je vais parler des choses que je connais, c'est-à-dire des choses où, quand je dis je connais, c'est-à-dire où j'ai fait des articles, et des articles avec un facteur d'impact assez important, c'est-à-dire Q1, et là j'insiste pour les étudiants, pour faire des articles de niveau qui peut être dans la catégorie Q1, Q2, c'est-à-dire mes collègues chercheurs savent ça. Donc, je vais parler plutôt sur les matériaux 2D, au-delà du graphène. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire le graphène. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais bon, j'expliquerai un peu. Donc, je vais montrer ma contribution dedans et je finis par une opportunité et une intégration. Donc, ce mot opportunité et intégration, c'est-à-dire j'ai choisi ce mot pour deux raisons bien particulières, parce que mon activité de recherche m'a permis d'intégrer le Women in Science, l'UPAP, ou m'a permis de faire l'étude que je présenterai après sur les femmes et la science et la technologie. L'intégration, c'est-à-dire pouvoir être intégration dans des projets qui n'ont pas souvent, font pas l'appel, c'est-à-dire à ta spécialité, ou on t'appelle pour être expert, par exemple, dans le dessalement de l'eau. Et là, je ne vais pas parler, mais simplement, je voulais dire, si vous voulez poser des questions là-dessus, je pourrais vous répondre.
Donc, je définis toujours, je définis, c'est-à-dire je tiens beaucoup à l'aspect pédagogique, c'est-à-dire je définis la technologie quantique comme un champ émergent qui associe aussi bien les principes de la physique quantique et l'engineering. Il y aura de la place pour tout le monde. Et c'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on pourra faire on pourra entrer dans la technologie quantique si on ne connaît pas la physique quantique, ou au moins connaître, c'est-à-dire, et on ne pourra pas faire de la technologie si on ne fait pas appel aux ingénieurs. Donc, la technologie quantique, elle est basée sur les propriétés de la mécanique quantique en particulier. Il y a des mots qui sont un peu peut-être pas communs à tout le monde, à ce qu'on appelle en particulier l'intrication quantique. La superposition, je vais expliquer, la superposition quantique et l'effet tunnel surtout. Donc, la fameuse équation de Schrödinger jusqu'à le jour d'aujourd'hui n'a jamais été démontrée. C'est elle qui régit tous les phénomènes. J'ai voulu choisir cette image pour la simple raison, c'est parce que c'est ma thèse d'État. J'ai fait ma thèse d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les boîtes quantiques. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire, si tu fabriques des nanostructures, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 atomes, jusqu'à 10 à la puissance 6 atomes, et tu les mets ensemble, chaque taille, si elle est excitée par de la lumière, elle va donner une couleur. Donc, l'application de ces boîtes quantiques maintenant trouve son ressort surtout, c'est-à-dire son application surtout dans les postes de télévision, les meilleurs performants, etc., dans le médical, et je ne vais pas trop dire parce qu'il y a beaucoup d'applications dessus. Parmi les applications en technologie quantique, on aura les capteurs quantiques, c'est-à-dire la voiture de demain qui sera autonome. Il y aura toujours des capteurs dedans. Donc, elle sera régie par ce que j'appelle les capteurs quantiques. Il y a aussi le grand dada de tout le monde, l'amour, je dirais. Mon patron me dit c'est l'amour qui n'est pas encore obtenu. L'informatique quantique, autrement dit, l'ordinateur quantique, c'est une course maintenant infernale sur la recherche des qubits, etc. Je vais expliquer après un peu ceci. La cryptographie quantique, ça c'est bien pour l'économiste là qui est avec nous, c'est-à-dire ça va l'aider à garder ses secrets, à garder c'est-à-dire il n'y aura pas des gens, des intrus, etc. Il y a ce qu'on appelle, je laisserai celui-là à la fin, la métrologie quantique, c'est-à-dire maintenant aussi, quand on fait il faut avoir des appareils de mesure très performants, très sophistiqués. Je donne un exemple, la meilleure horloge qui est basée sur le refroidissement des atomes donne l'heure la plus précise. Et une autre application qui est l'imagerie. Ça va faire plaisir aux médecins qui sont avec nous, ou l'application de l'image quantique, l'IRM, et on va voir dans le cerveau, etc., par l'intermédiaire de la technologie quantique. Un autre aspect qui est cher peut-être à Rim Phase maintenant pour le cloaking, c'est-à-dire on aura des matériaux qui vont être intelligents, c'est ce qu'on appelle les métamatériaux, qui vont utiliser, et là j'ai fait un article là-dessus, c'est-à-dire une étude sur la simulation, bien sûr je fais de la théorie, je n'ai pas appliqué, sur la simulation quantique. Donc, donc d'où ça vient cette quantique? C'est-à-dire, ça vient d'un physicien qui est très connu, c'est-à-dire très sympa, comme tous les physiciens peuvent le dire, c'est Feynman. En 1960, Feynman a fait une conférence dans une salle où il y a une salle de conférence, c'est-à-dire qui est une bibliothèque à Londres. Et il a dit, en 2000, il y aura tous ces livres d'encyclopédie sur la tête d'une épingle.
Donc, Richard Feynman a déjà prédit l'Internet. Et l'Internet est né même avant 2000. Donc, d'où ça provient? C'est-à-dire, ça provient du fait que la matière n'est plus une matière de l'ordre du millimètre, mais du nanomètre. Je vais donner des ordres de grandeur tout à fait après. Donc, ici, j'ai voulu donner cette image de virus qui est plus grand que le transistor moyen de 90 nanomètres, c'est-à-dire le virus, coronavirus, il est plus grand que le transistor qui est le microprocesseur des ordinateurs. Maintenant, le plus petit microprocesseur est à base d'un transistor de 5 nanomètres. Donc, aujourd'hui. Donc, la nanotechnologie a montré un peu de son iceberg. Tout ce qui est, c'est-à-dire, bon, tu me caches ici, moi j'ai écrit ici nanosciences, c'est-à-dire là, il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est-à-dire on n'a pas encore découvert tout ce que peut apporter la matière comme application à la nanotechnologie. Juste, je vais faire passer ça sur deux choses, donc l'ordre de grandeur. Si tout le monde a joué avec un ballon de foot, il a un rayon de 22 cm. Si je regarde le dernier ballon ici, qui est un ballon que j'appellerai le fullerène, qui est composé de 60 atomes de carbone, il aura une taille de 0,7 nanomètres. Pourquoi on l'a appelé fullerène? Je vais finir avec une autre citation pour dire qu'est-ce que ça veut dire le fullerène. Donc, comme ça, je vous tiens en haleine jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à maintenant, et maintenant, je dirais, donc, la physique toute seule ne peut pas résoudre le problème. Il faut qu'il y ait de la biologie, de la chimie, et maintenant, il y a de l'informatique pour la convergence, et il y a les sciences médicales, et l'ingénierie, etc. Donc, voilà. Donc, je parle maintenant de ce que j'appelle, moi, les systèmes 2D, et le graphène en particulier. Pour les gens qui utilisent l'ordinateur, en 2003, on a compris qu'on ne peut pas, avec les processeurs qui étaient en ce moment-là à base de silicium ou de GAS, etc., la vitesse limite est atteinte. Donc, il va falloir chercher un autre matériau qui va faire croître cette limite pour les ordinateurs. Donc, le graphène, si je donne l'explication toute simple, par exemple, je peux expliquer ça à mon petit-fils, il suffit de prendre un morceau de craie, de mettre dessus du scotch, c'est-à-dire la lamine du morceau de craie, qui est une juxtaposition de plans d'atomes de carbone. N'oubliez pas que dans notre cerveau, pourquoi on réfléchit bien, c'est grâce au carbone qu'on a dans le cerveau. C'est-à-dire que le carbone, si vous vous rappelez ma mosaïque de Bardo, il se place en hexagone, mais selon une seule couche monoatomique. Donc, ce graphène, c'est ça qui a donné son importance, c'est-à-dire sa mobilité, ce qui va nous servir, c'est-à-dire l'électronique des processeurs, seront basés sur un facteur important qui est la mobilité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à faire croître 7 fois cette mobilité, avec d'autres performances, etc. Je donne un ordre c'est-à-dire, je vois que dans toutes les conférences, par exemple, on fait un fond d'écran avec le graphène. Donc, ça a fait beaucoup de publicité, cette découverte. C'était en 2004 et le prix Nobel a été obtenu en 2010. Donc, on a maintenant un masque en graphène, on a la raquette la plus performante de celui qui a eu bon, je ne peux pas dire maintenant quel est le champion le tennisman, elle est à base de graphène. Donc,
ces systèmes de 2D, on est allé au-delà des systèmes 2D. On a trouvé d'autres matériaux qui peuvent être synthétisés comme le graphène et qui sont un peu plus performants que le graphène. D'un autre côté, si on regarde l'optique de ces matériaux. Donc, les matériaux qui vont servir, par exemple, maintenant, les boîtes quantiques qui sont fabriquées à l'aide de MOS2, qui est comme le graphène, ça a une grande opportunité à être choisi pour avoir beaucoup de qubits dans l'ordinateur quantique. Donc, ce sont des matériaux de bonne qualité, surtout avec leur mobilité électronique, leur stabilité, c'est-à-dire ils ne sont pas affectés, par l'environnement, ils peuvent être utilisés à température ambiante, et c'est ça le problème, par exemple, des ordinateurs quantiques, par exemple, à base de supra, il faut rabaisser la température. Dans ce genre de matériaux, non. C'est-à-dire à température ambiante, on peut avoir ce qu'on cherche, si vous voulez. Donc, une production à faible coût, des petites quantités de matière, ils sont pliables, stretchables, et ils sont légers, surtout. Donc, peut-être je vais aller, moi, ma spécialité, c'est la physique quantique et pour l'optique. Donc, j'ai voulu dire ici où est-ce que je travaille, c'est-à-dire je travaille dans cette zone de longueur d'onde pour mes matériaux qui sont ici dans cette partie, mais je ne vais pas m'étaler pour laisser la place à mes collègues. Merci, professeur Jazil, pour la présentation. Donc, je n'ai pas fini. Ah, pardon, ok. Parce qu'il reste encore 2 minutes. Bon, allez-y. Donc, j'ai donné. Donc, maintenant, quand je dis je travaille avec le graphène, je ne peux pas concourir avec le prix Nobel. Mais qu'est-ce que j'ai choisi dans le graphène? J'ai choisi ce que j'appelle la bicouche de graphène. C'est pour pouvoir trouver d'autres moyens premièrement pour publier et pour voir quel est l'effet de cette bicouche de graphène. Donc, la bicouche, par exemple, le transport électronique dans vos matériaux, il est un transport qui va dans tous les sens, là, parce que vos processeurs maintenant ne sont pas c'est-à-dire ils sont plus grands que le libre parcours moyen. Alors, par contre, si j'utilise le graphène, on a ce que j'appelle, c'est ça l'image. J'ai repris la foule de 2011, là, ici, donc on ne peut pas passer. Ici, un électron passe comme dans une autoroute. Donc, ceci m'a permis de faire... Là, ma publication sur le graphène, une image que vous regardez là, ça me plaît toujours cette image, je l'ai pris. C'est un Chinois qui est dans une, je ne sais pas si vous avez visité Pékin, il y a de toutes petites boutiques et dans toutes ces petites boutiques, tout le monde peut vendre ce qu'il veut, etc. Donc, on a l'impression ici de voir que vous avez des étagères et si vous voulez prendre, on a l'impression qu'il n'y a pas le vendeur. Après, le vendeur, il ressort. Donc, c'est la même chose ici, le cloaking. Donc, c'est une méthode de dissimulation. Les informaticiens connaissent ça, utilisée par les Black Hat pour optimiser leur positionnement dans les moteurs de recherche. Donc, ici, c'est une matière normale. Donc, ici, c'est une matière, c'est la bicouche derrière laquelle il y a un cylindre qu'on peut voir, même si la couche cache ce cylindre. La bicouche cache ce cylindre. Donc, je ne vais pas parler de ça parce que c'est un peu plus de physique. Je passe maintenant à ma contribution dont j'ai voulu un peu changer ordinateur quantique, big data, etc. Donc, ce qui va m'intéresser dans le big data, c'est plutôt le candidat, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'ordinateur de demain sera le plus performant. Ce n'est pas grâce à l'informatique seulement, monsieur
Monsieur Sem et Madame Rim, c'est il faut avoir le meilleur candidat qui est physique, c'est-à-dire qui est matériaux nouveaux. Et les matériaux qui sont les plus performants maintenant, ce sont les matériaux topologiques. Donc, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Je dois rappeler ceci. Est-ce que vous pouvez, je peux rabaisser parce qu'il y a une explication derrière votre image. Je peux rabaisser. Ah, voilà. Donc, un ordinateur normal, classique, comme celui avec lequel tout le monde travaille, il est géré par de l'électricité, par des portes de logique. L'électricité physique suffit. Donc, l'électricité, c'est-à-dire le courant électrique. Donc, le bit, il est formé par 0 et 1. Alors que l'ordinateur quantique, il utilise des phénomènes quantiques, il est géré par ce que j'appelle le qubit. Et le qubit, tu peux avoir une superposition des états 0 et 1, c'est-à-dire en même temps de travailler sur plusieurs alpha et bêta appartenant à ces deux, c'est-à-dire des nombres complexes quelconques. Donc, travailler en même temps sur plusieurs bits à la fois. Donc, ce phénomène s'appelle la superposition. Et bon, si quelqu'un va me demander qu'est-ce que ça veut dire l'intrication, je le lui dirai. Donc, c'est pas... Donc, il y a plusieurs candidats pour l'ordinateur quantique, c'est-à-dire l'ordinateur quantique, je vois tous les jours Google sortir ordinateur quantique à 53 qubits, ordinateur quantique à 68 qubits. Donc, le meilleur pour le moment, il est supraconducteur. Mais l'avantage, c'est qu'il est précis, etc. Et la décohérence, c'est-à-dire il n'est pas affecté. Mais le problème des supraconducteurs jusqu'à aujourd'hui, c'est la température. C'est-à-dire on ne peut pas travailler à haute température. Le jour où tu sauras, il faudra. Donc, il y a les ions, bon, je vais passer sur ça. Et il y a un autre, le candidat dont je vous ai parlé en première page, c'est l'ordinateur quantique qui est à base des matériaux de 2D, c'est-à-dire le candidat matériaux 2D. Bon, donc, dans ce problème, il y a ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire on n'est pas toujours content, il y a toujours un problème, c'est ça la recherche, c'est-à-dire c'est l'effet de la décohérence, c'est-à-dire l'effet de l'environnement. On ne peut pas être, on doit tenir compte de l'environnement. Donc, ce que j'ai fait comme travail là-dessus, c'est ce que j'appelle la fidélité. C'est l'effet du noyau quand on est sur la boîte quantique, sur la fidélité de ce qubit. Voilà. Bon, je passe maintenant. On essaie un peu de conclure, si vous avez deux mots, parce que vous avez dépassé largement le temps. Je ne parle pas de la femme. Oui, si, j'irai, c'est lors des questions-réponses, je vais vous poser des questions, mais juste par rapport à la présentation, déjà, donc c'était déjà assez détaillé, vous avez passé beaucoup d'informations déjà par rapport à des personnes qui peut-être qui ne sont pas dans le domaine. Puis bon, on va parler par rapport... Je donne la dernière, comme ça, pour que vous ne partez pas sans... Bon, ça, les chiffres, si vous voulez. Je donne l'explication du Fulren, là. Ah, exactement. L'explication du Fulren, c'est quoi? C'est l'architecte qui a fabriqué la maison qui est sous forme de sphère, la géode, par exemple, qui se trouve à Paris ou je ne sais pas. Alors lui, elle a dit, cette citation, ce que je veux aussi que vous gardez en tête, c'est « Vous ne changez jamais les choses en luttant contre la réalité existante ». Comme l'a dit déjà Wissem tout à l'heure. Pour changer, on construit un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. Et je vous remercie. C'est Fuller qui l'a dit, c'est un architecte. Merci beaucoup. J'irai